sur le management des managers, il y a plusieurs manières d'aborder cette question. Est-ce qu'on fait référence aux relations, somme toute, assez classiques et quotidiennes entre un chef d'établissement et son équipe de direction? Est-ce qu'au contraire, on pense plutôt à la gestion du corps des directeurs, de l'entrée dans la carrière à la sortie de la carrière? Est-ce qu'on fait référence aussi à tous les outils d'accompagnement qui existent pour nous aider justement à cheminer dans cette carrière? Est-ce qu'on fait également référence aux nouvelles modalités de gouvernance, à ces tentations un peu centralisatrices et ces injonctions contradictoires? Enfin, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Dans tous les cas, je crois qu'il y a quelques constats qu'on doit de toute façon poser et qui structurent la manière dont on pose la question. Ces constats, ils sont assez simples. Le premier d'entre eux, c'est qu'il y a actuellement une mission, la mission Thiriez, qui est censée reconfigurer notre recrutement et notre formation. Deuxièmement, l'année dernière, le CNG et le HESP ont vu leur mode de financement évoluer. On peut tout à fait penser légitimement qu'il y aura des impacts sur la gouvernance à moyen terme. Troisièmement, les équipes de direction, les équilibres des équipes de direction évoluent également. On a des équipes qui sont davantage territorialisées, il y a moins de postes de chef, il y a l'appel à des compétences extérieures aussi qui viennent du privé. Tous ces éléments-là, très clairement, vont venir impacter la question du matin, c'est-à-dire le management des managers. Alors, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, on a 5 intervenants à cette table ronde qu'on remercie très sincèrement pour leur présence, et 5 intervenants qui, par leur parcours, leur expérience différente et significative, vont pouvoir nous apporter leur vision sur cette question. Donc je les laisserai se présenter eux-mêmes, mais on va commencer par Carole Festa, qui est directrice adjointe au CH du Pays d'Aix et qui a été également chef d'établissement et qui est coach certifié. Et c'est aussi à ce titre que tu interviens ce matin. Et donc, on aimerait savoir à ton niveau comment, par rapport à ton parcours de carrière, tu as fait évoluer ta posture et ta pratique managériale au regard de tes expériences et des leçons que tu as pu tirer et des outils que tu as trouvés et des outils que tu t'es appropriés toi-même pour faire évoluer ce parcours. On aura ensuite Nicolas Klein, qui est directeur de plusieurs structures médico-sociales en Isère, des structures de protection de l'enfance, et qui est également secrétaire national de la section D3S au 5S. On aura Eve Parier, dont la parole est très attendue ce matin, hein, directrice d'hôpital et directrice générale du CNG. On aura Laetitia Laude, docteur en sciences de gestion et professeur en management des organisations de santé au sein de l'EHESP et au sein de l'Institut du management. Et on aura Jean-Paul Boucher qui nous apportera une vision plus transversale, plus distanciée aussi, hein, pas sanitaire ni médico-sociale, et qui, entre autres, a notamment créé l'Observatoire des cadres. Carole, à toi la parole. Merci, bonjour à tous. Je suis très émue d'être là devant vous ce matin et je remercie le 5AS et l'équipe de permanent et particulièrement sa secrétaire générale, Anne, de m'avoir proposé de témoigner, puisque je vais parler surtout d'un témoignage, aujourd'hui devant vous. C'est d'autant plus important pour moi que je ne vous apprends rien, mais le 5AS-CFDT, ce n'est pas une organisation syndicale comme une autre. Pour moi, le 5AS, il nous accompagne dans toute notre créativité, notre parcours professionnel, notre puissance de manager, mais aussi il sait accueillir dans un espace assez privilégié les questionnements, les difficultés. Et ça, en tant que manager, ça n'a pas de prix. Et s'il y a une éthique dans la démarche syndicale, je peux témoigner à titre personnel d'ores et déjà que le 5AS CFDT porte cette éthique syndicale haut et fort, et je les en remercie.
Le thème de ces journées, c'est donc éthique et pratique, le management au cœur des débats. Alors moi, je vais rester très pratique pour être éthique. Pour manager, il faut des managers. Comme pour faire de la médecine, il faut des médecins. Et si l'on ambitionne de manager de manière éthique, pour moi, il s'agit avant tout de mettre le manager au cœur de nos préoccupations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? C'est aider le manager à se transformer. Car demander à l'hôpital, à nos équipes, à nos organisations de changer et ne pas se changer soi-même, en tant que dirigeant ou manager, de mon point de vue, ce n'est plus soutenable. Les directeurs ne peuvent plus s'exonérer d'une transformation qu'ils demandent à leurs équipes, à leurs organisations, à l'ensemble des équipes de l'hôpital. Les managers en quête de performance ne peuvent plus se soustraire à l'analyse de leur propre attitude, posture, pour favoriser cette performance au sein de leur propre équipe de direction, mais au-delà de toutes les autres équipes. Mais cette transformation, elle requiert du courage, car elle nécessite de remettre en cause nos propres postures, nos croyances et nos comportements. Il s'agit souvent de dépasser des peurs, de sortir de sa zone de confort, pour aller chercher ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, ce qui nous fait être pleinement en accord avec notre vocation, ce qui fait notre raison d'être, aller chercher nos talents, nos dons pour les mettre au service de soi et au service des autres. Manager éthique, de mon point de vue, c'est d'abord et avant tout manager dans le respect de soi-même. Parce que sans le respect de soi-même, on ne peut pas manager dans le respect des autres. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus, c'est aussi dans le respect de l'environnement. Parce que manager éthique, c'est manager avec, mais pour les autres. Mais pour cette transformation, il faut savoir et pouvoir demander de l'aide. Or, demander de l'aide, comme la plupart des responsables, c'est la chose que les directeurs savent peut-être faire le moins bien. Le plus souvent, le parcours qui a conduit le directeur là où il est, c'est basé sur la croyance que s'il est arrivé là, c'est qu'il savait se débrouiller tout seul, et d'ailleurs que l'on attendait cela de lui. Cette transformation nécessite d'être accompagnée. Elle nécessite que dans ce processus, le directeur puisse bénéficier d'un cadre protecteur, qu'il puisse également bénéficier d'apports théoriques pour nourrir ces changements, mais aussi qu'il puisse expérimenter sans craindre ni l'échec ni les jugements. Alors, à travers mon expérience, je vais tenter d'exposer en quoi le dispositif d'accompagnement dont nous disposons au CNG est important, mais n'est peut-être pas suffisant, et comment, à mon sens, il peut être enrichi. Très rapidement, moi, ça fait bientôt 30 ans que je manage des hommes et des femmes et que j'ai conduit de magnifiques projets. D'abord comme directrice adjointe au sein d'établissements de la PHP, puis ensuite j'ai participé et co-animé une mission qui n'existe plus maintenant, la mission nationale d'appui en santé mentale, qui accompagnait des équipes médico-administratives dans le champ de la santé mentale. Puis ensuite, j'ai dirigé plusieurs établissements. J'y ai trouvé à la fois beaucoup d'enthousiasme, ça m'a rempli à la fois de joie. Je m'y suis beaucoup investie, j'ai beaucoup donné, mais j'ai beaucoup reçu. Et puis dans le dernier établissement que l'on m'a confié, les défis et les contraintes étaient majeurs. Le contexte était extrêmement tendu au sein de la communauté médicale et entre la communauté médicale et la direction. Et je me suis retrouvée dans une impasse. Sans relais ou appui au niveau de ma tutelle régionale, je me suis sentie prisonnière de multiples paradoxes.
et j'ai perdu le sens que je donnais à mon action. J'ai eu besoin de réinterroger ma propre pratique managériale qui ne me permettait plus de gérer ce chaos dans lequel je me retrouvais. Alors j'ai bénéficié à ma demande d'un accompagnement de la part du CNG en suivant des ateliers individuels, mais également des ateliers collectifs. J'ai aussi bénéficié d'ateliers de co-développement avec la NFH, et d'ailleurs j'ai trouvé ça tellement intéressant que je m'y suis formée. Et c'est en travaillant, en cherchant à travailler en profondeur, non seulement sur ma pratique, mais aussi sur ma posture managériale, que j'ai souhaité me former au coaching. Et je pense que j'avais aussi envie de renouer à cette période de ma carrière où j'avais fait de l'accompagnement. La formation que j'ai choisie est une formation tournée vers le management des dirigeants. Elle a été longue, 1 an et demi. J'ai eu la chance d'avoir dans ma promotion une collègue, mais tout autant de chance d'avoir aussi des influences d'autres managers qui venaient d'horizons très différents et qui rencontraient finalement des problématiques assez similaires aux miennes. Le processus, autant que le contenu de la formation, m'ont aidé dans mes questionnements sur mon identité professionnelle. Et quelques mois après le début de cette formation, j'ai quitté mes fonctions de chef d'établissement de manière extrêmement violente, brutale. J'ai à nouveau, à ce moment-là, bénéficié d'un appui personnalisé au CNG, ce qui a été pour moi très important. Car j'avais besoin que mon administration reconnaisse les difficultés que j'avais rencontrées, reconnaisse que lorsque j'avais exercé mes responsabilités, ni le contexte, ni les objectifs n'étaient soutenables. J'avais besoin que mon administration reconnaisse que j'avais donné tout ce que j'avais pu, que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin de reconnaissance, besoin de soutien, précisément par cette administration-là qui avait contribué à produire ce contexte face auquel je n'avais plus de solution. J'avais besoin que, finalement, les raisons structurelles de l'impasse dans laquelle je m'étais trouvée soient reconnues pour que je puisse faire un travail sur ce qu'il m'appartenait à moi. Alors j'ai été placée en position de recherche d'affectation à ma demande et j'ai profité de ce temps-là pour profiter de ma formation. Et puis je me suis accordé un luxe. Le luxe de prendre le temps. Le temps d'abord de laisser la violence des situations s'apaiser. Le temps de faire le deuil d'une vie que je savais ne plus vouloir vivre. Le temps de comprendre ce qui était aussi encore vivant en moi pour les hôpitaux. J'ai souhaité prendre un temps aussi sans projet. Un temps pour me poser. Un temps pour prendre le temps de me redécouvrir et de me réunir. Avec mes pairs en formation, j'ai puisé une énergie fantastique, puisque eux vivaient à peu près la même chose que moi. Ce qui m'a permis de retrouver ma liberté, de mieux définir mes besoins professionnels et personnels à ce moment de ma vie. J'ai beaucoup déconstruit, réparé, reconstruit à peu près sur tous les pans de ma vie simultanément. Et d'une certaine manière, j'ai eu besoin de me laisser la chance de devenir celle que je n'étais pas encore. Et pas de suivre le chemin tout tracé des évolutions de carrière. J'avais besoin de reprendre une direction, mais la direction de ma vie. J'ai accompagné mes 2 grands-enfants étudiants à Paris vers une nouvelle étape de leur autonomie, puis j'ai quitté Paris. Mais surtout, j'ai décidé de ne plus occuper de poste de chef d'établissement pour me respecter et me laisser la disponibilité
d'organiser mon activité de coaching, car la formation et les coachings que j'avais réalisés avaient été venus éclairer ce qui était toujours très actif dans mes fonctions de manager, c'était d'accompagner les hommes et les femmes à s'accomplir, à développer leur potentiel. Alors aujourd'hui, je suis directrice adjointe à l'hôpital d'Aix-en-Provence, grâce à un collègue directeur qui a compris mes aspirations et qui n'a pas eu peur. On me disait tout le temps, tu ne vas jamais trouver de poste d'adjoint parce que tu vas faire de l'ombre au directeur. Lui, il a compris que ce n'était pas le cas. Je pense être un manager coach apprécié. Et en parallèle, je suis coach bénévole dans une association qui s'appelle Force Femmes, qui accompagne des femmes de plus de 45 ans en recherche d'emploi ou qui souhaitent créer leur entreprise. Mais fondamentalement, ce que je souhaite, c'est créer un réseau de coachs internes au sein des hôpitaux de ma nouvelle région. Coaching pour les responsables hospitaliers, les accompagner dans leur processus de transformation ou de résolution de conflits. Je pense que c'est ma façon à moi de transmettre, de transformer ce que l'on m'a permis de vivre et d'expérimenter, et peut-être aussi une façon de finir de réparer. À travers mon expérience et en tant que jeune coach, je voudrais témoigner de la nécessité, à mes yeux, qu'il y a de développer, non seulement au CNG, mais aussi au sein de nos établissements, une véritable culture de l'accompagnement, une véritable culture du coaching pour nos managers, quels qu'ils soient, pas seulement dans les équipes de direction. Les managements au niveau médical, au niveau de l'encadrement soignant, encadrement logistique, technique. Le coaching, je n'ai pas besoin de le rappeler, mais ce n'est pas du conseil. C'est une aide qui est demandée par un coaché. Et c'est un travail de co-élaboration entre le coach et le coaché pour un développement plus durable. Il n'y a pas de conseil, c'est un travail en parité. Alors la première des raisons pour laquelle nous avons, à mon sens, à développer cette culture, nous la connaissons tous. Je crois qu'elle a été largement débattue hier. Elle est liée à nos organisations qui, pour la plupart, sont à bout de souffle. L'organisation pyramidale qui n'est plus adaptée à toutes les situations auxquelles nous avons à faire face. Là où il y a nécessité d'avoir de l'agilité, de l'adaptabilité, nous avons des organisations lourdes et rigides. Mais il n'est peut-être pas besoin non plus de modifier une nouvelle fois, encore et encore, telle loi, tel code de la santé publique ou je ne sais quel autre code. Mais modifier des organisations requiert avant tout le changement dans la posture du manager. Mais finalement, notre agenda, ne serait-ce que professionnel, ne nous laisse peut-être pas beaucoup le temps de réfléchir à cela. Nous sommes beaucoup sur l'atteinte des objectifs, le suivi d'indicateurs, donc on est dans le quoi, dans le comment. On n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir à pourquoi, en 2 mots, au sens que l'on donne à ce que l'on fait. Et puis le directeur, on sait tous, il doit être fort, solide, stratège. Au fond, il est très souvent seul. Mais le risque, c'est qu'il reste enfermé dans ses croyances au point d'étouffer ses émotions, sa vulnérabilité, et de ne plus la voir dans celle des autres. Il arrive souvent que le sens que l'on donne à sa vie, l'espace d'expression de ses émotions soit limité à l'espace personnel. Moi, longtemps, j'ai pensé qu'exprimer mes émotions dans le monde professionnel, ce n'était pas possible, ce n'était pas admis. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que cela me faisait perdre le sens de l'action, le sens de ce que je faisais. Me faire coacher, ça m'a permis de redonner du sens à mon engagement professionnel et cela nécessitait que je sorte de ma zone de confort pour examiner mes vulnérabilités, mes faiblesses, mes incohérences. Et être accompagnée,
c'est bénéficier de la protection nécessaire pour faire cet exercice très utile, mais difficile. Une autre chose que le directeur ne sait pas faire, c'est lâcher le contrôle. Passer à un mode de pensée plus holistique et systémique est nécessaire pour favoriser un fonctionnement différent dans son équipe et créer les conditions d'une plus grande performance. Mais seul, il est difficile d'y parvenir. Le directeur, il n'est qu'un artisan à la fois de la réussite, mais aussi des échecs de l'hôpital. Il n'est pas cet échec, il n'est pas non plus cette réussite, il n'est qu'un artisan. Et se libérer soi-même de cette idée de toute puissance, qui est aussi renvoyée par notre environnement, nos tutelles, etc., c'est libérer aussi le contrôle et favoriser la confiance. C'est modifier les relations au sein de l'équipe. Laisser authentiquement ses collaborateurs enrichir les projets. Être plus ouvert aux projets, aux questions et ne pas chercher à tout prix les solutions. En fait, c'est favoriser l'intelligence collective. Alors, le terme finit par être galvaudé, mais peut-être favoriser les espaces et les champs relationnels fertiles. Lâcher le contrôle, c'est laisser une chance pour faire émerger d'autres solutions à un problème, c'est laisser les interactions, les confrontations d'idées nourrir un projet dans toute sa complexité. Lâcher le contrôle, c'est reprendre son pouvoir personnel et faire sa part. C'est aussi se donner les moyens d'une meilleure qualité de présence auprès de son équipe. Une présence basée sur l'ouverture, la profondeur, l'authenticité. C'est laisser émerger l'intelligence émotionnelle, relationnelle. C'est laisser un peu moins de place, comme beaucoup d'écoles l'ont compris dans le recrutement, beaucoup moins de place au savoir et beaucoup plus de place à cette intelligence relationnelle et émotionnelle. Alors, j'ai parlé beaucoup des directeurs parce que le public s'y prête, mais vous avez compris que dans mon message, il y a aussi la nécessité de développer ces accompagnements à tous les niveaux de l'encadrement et du management au sein de l'établissement. Donc les besoins sont énormes. Et il est évident que le CNG ne peut pas répondre à l'ensemble de ces questions, de ces besoins. Le CNG offre des accompagnements de qualité pour des publics qu'il est important de bien redéfinir. Il y a des besoins individuels et des besoins d'accompagnement individuel et des besoins d'accompagnement d'équipe. Donc là aussi, qui est pertinent pour répondre à ces besoins. Bien sûr, un certain nombre d'établissements ont fait le choix de solliciter des coachs externes. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres organisations, il n'y a pas de référencement de ces coachs externes, avec peut-être, de mon point de vue, la nécessité de s'approprier ce référencement de coachs externes. Mais plus encore, et beaucoup d'établissements s'y sont déjà lancés, la PHP l'a fait, je crois, en premier, de développer le coaching interne. Parce que le coaching interne, finalement, il permet d'accompagner des professionnels en se basant sur l'alliance, en renforçant cette alliance par des professionnels qui connaissent le milieu. Il est certainement aussi modélisant, parce que pour un manager, rencontrer un autre manager qui a traversé les difficultés qu'il peut avoir rencontrées, soit en termes de gestion de conflits, soit en termes de processus de transformation, de gestion de projets complexes, c'est inspirant et modélisant. Donc je pense important de définir et de développer ce coaching interne. En tout cas, pour ma part, c'est aujourd'hui ce qui prend sens pour moi, de ne pas laisser uniquement la question de la diffusion de cette culture de l'accompagnement uniquement au CNG, uniquement à des coachs externes. Il y a nécessité de structurer le coaching interne au sein de nos établissements. Ça pose la question de où se passe la supervision, d'une charte de fonctionnement, etc.
Et je pense que c'est notre façon à nous de nous approprier la diffusion de cette culture de l'accompagnement et d'un management éthique. Merci. Merci Carole pour ce témoignage vrai, juste et assez émouvant. Moi, je trouve que c'est une parole qui est rare parce qu'elle est honnête et très franche. Et tu as utilisé des mots qui sont assez forts hein, pour décrire la situation professionnelle que tu as traversée et que je pense qu'on est assez nombreux à pouvoir traverser dans une carrière. Tu as utilisé les termes d'impasse, de chaos, de violence, de brutalité. Alors moi, j'ai envie de te demander, quand tu t'es retrouvé dans cette situation, quels sont les vrais soutiens sur lesquels tu as pu t'appuyer pour trouver ce bol d'air et te permettre de te relancer derrière sur autre chose? Les vrais soutiens, ils sont venus d'abord de mon espace, de mon environnement personnel. Mais au niveau professionnel, je l'ai dit d'entrée, et c'est pas parce que je suis là aux journées du 5As, mais j'ai trouvé beaucoup d'appui auprès des permanents du 5As. J'ai rencontré aussi un appui réel de la part du CNG, et j'ai dit l'importance que ça avait pour moi, que mon administration puisse m'accompagner dans ces moments-là. Je pense que cette étape-là, si je ne l'avais pas franchie, je n'aurais pas pu aller aussi profondément que je l'ai fait dans les remises en cause, dans le travail sur moi-même. Il a été un prérequis important. Et tu as indiqué donc que tu as poussé ta formation jusqu'à devenir coach certifié. En quoi c'était nécessaire pour toi d'aller jusqu'au terme de ce processus? Tu aurais pu tout simplement suivre un coaching plutôt classique et ensuite repartir sur une autre orientation professionnelle. Et non, tu as voulu vraiment devenir certifié. Pour quelle raison? Alors moi, c'est au cours d'un coaching et au cours d'un atelier de coaching organisé par le CNG d'ailleurs que j'ai pu formaliser, ça s'appelait atelier projet, je crois. Et dans cet atelier, j'ai contacté le fait que même mon aspiration profonde, y compris lorsque j'étais directrice, chef d'établissement, c'était bien d'aller accompagner les professionnels, ce que j'avais fait finalement dans une partie de ma carrière, et d'y revenir. Et donc, ça m'est apparu comme une évidence de à la fois creuser, rechercher ce qui faisait sens pour moi dans la question de quelle était ma réelle posture professionnelle en tant que manager, mais aussi de me former pour accompagner différemment. Je ne savais pas sous quelle forme j'allais faire du coaching, mais c'était important de contacter cela, cette vérité-là. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est que on donnera la parole à la salle à la fin des interventions pour qu'il y ait d'autres questions qui te soient posées. On va également modifier un petit peu le timing, c'est-à-dire qu'initialement, il était convenu qu'on ait d'abord un témoignage de la part des collègues directeurs sous la forme d'un retour d'expérience, puis ensuite le retour d'analyse, si je puis dire, de nos opérateurs, de nos managers, que sont le CNG et le HESP, et puis enfin un regard plus distancié, plus transversal hein, sur nos métiers, nos fonctions cadres. On va demander à Ève Parier d'intervenir dès maintenant, parce que je crois que tu as une obligation de train tout à l'heure, Ève. Alors, moi, j'ai envie de lancer ton intervention en te disant que finalement, on est une profession où on croit en notre métier, mais on doute un peu de notre avenir. Alors, quelles sont les perspectives que tu pourrais nous donner ce matin? Merci Yann. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous dire que je suis ravie d'être parmi vous. Je suis désolée d'avoir cette contrainte horaire. Effectivement, j'ai une réunion en début d'après-midi à Paris à laquelle je ne peux me soustraire. Sinon, je serais bien restée plus longtemps. Alors, moi, d'abord, je voudrais remercier Carole Festa pour son témoignage, moi qui m'a beaucoup touchée. Je trouve qu'effectivement, c'est un témoignage très courageux.
C'est pas évident de poser publiquement toutes ces étapes et tout ce parcours. Évidemment, en tant que directrice générale du CNG, je suis ravie d'entendre que l'institution a joué un rôle, et un rôle que je crois comprendre assez déterminant dans ce parcours. Et en fait, si j'avais rêvé d'une introduction à ma présentation, je crois que je n'aurais pas trouvé mieux. Donc merci beaucoup, Carole, de ce témoignage. Alors, effectivement, je pense que ce témoignage, il incarne vraiment, Yann l'a dit, ce que nous vivons tous, quels que soient nos métiers d'ailleurs, de manière plus ou moins forte à différentes périodes. Le système de santé, il est en train de se transformer à toute allure. Alors, il l'a toujours fait. Peut-être que la différence aujourd'hui, c'est qu'il le fait de manière encore plus accélérée et probablement encore plus brutale. Et donc, ma conception du rôle du CNG, c'est effectivement, c'est un mot que j'emploie souvent, d'accompagner les personnels que gère le CNG dans ces évolutions, dans ces transformations, dans ces bouleversements. Il y a déjà des choses qui existent au CNG pour ça, la preuve. L'objectif, c'est de l'amplifier, le consolider, le systématiser aussi. On a encore un peu trop l'image d'un CNG qu'on va voir uniquement parce qu'on est en difficulté ou uniquement pour envoyer au 21 rue Leblanc sa candidature pour tel ou tel poste. Ça, c'est une image qui, à mon avis, doit absolument, non seulement une image, mais aussi une incarnation, une fonction qui doit absolument changer. Et elle doit changer, pourquoi ? Parce qu'on a besoin, évidemment, de tous les directeurs dans cet objectif qui, pour moi, est très noble. Et quand tu parles d'avenir, Yann, pour moi, l'avenir des directeurs, c'est justement d'être à la manœuvre dans l'évolution de notre système de santé. On parle des directeurs, on pourrait parler aussi des praticiens hospitaliers, des PUPH. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais je pense que le rôle du CNG pour l'accompagnement également des médecins et en particulier des chefs d'équipe médicale est aussi une contribution, je dirais, au bien-être, au mieux-être des directeurs, très probablement. Donc l'avenir des directeurs, il est celui-là. Il est le fait d'être vraiment à la manœuvre dans cette transformation du système de santé. Alors, évidemment, je n'écarte pas d'un revers de manche les questions autour de l'ouverture à d'autres profils, contractuels, médecins, etc. Moi, là-dessus, j'ai une vision assez sereine. Et j'ai cette vision sereine parce que je ne crains pas la concurrence, entre guillemets, ou ce qui pourrait paraître comme de la concurrence. Moi, je suis directrice d'hôpital, j'ai travaillé dans plusieurs établissements. Je sais que c'est un métier exigeant, je sais que c'est un métier très beau, qui donne beaucoup, Carole l'a dit. Je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de gens qui soient prêts à se plonger dans ce bain-là. La preuve en est, c'est qu'on n'a pas énormément de candidatures de contractuels. Alors l'argument se retourne. J'entends, je sais que c'est un argument qu'on a déjà échangé avec Anne Meunier sur le fait que pourquoi vous ouvrez aux contractuels, puisque justement il y a très très peu de candidatures. Moi je dis justement pourquoi ne pas ouvrir aux contractuels, puisqu'il y a très peu de candidatures. Et j'aurais un peu le même discours côté médecin. On le voit bien, l'accès au concours de directeur d'hôpital, il est ouvert aux médecins depuis plusieurs années maintenant. J'ai un petit peu fait sortir les chiffres sur combien avait passé le tour extérieur. Il n'y en a pas tant que ça, même assez peu. La culture médicale, ce n'est pas une culture de gestion, on le sait, en tout cas en France. Elle ne l'est pas par nature, mais elle ne l'est pas non plus par construction, c'est-à-dire qu'il y a, on le sait, aucune formation à tout ça qui est donnée aux médecins. C'est d'ailleurs un des challenges que nous avons du côté du CNG. Donc moi, je ne crains pas cette concurrence.
Je ne la crains pas non plus parce que j'aime pas beaucoup cette approche, cette logique qui consisterait à opposer les uns et les autres. On le sait tous, quand on est dans notre exercice professionnel dans nos établissements, on a besoin des médecins pour travailler. On ne dirige pas un hôpital sans médecin. Le discours autour du médecin, du directeur patron est un discours qui est tellement loin des réalités. On n'envisagerait pas de prendre une décision sans en discuter avec nos interlocuteurs médicaux. Et ça, c'est quelque chose que vous pratiquez, je dirais, presque tous les jours. Donc cette opposition me semble un peu factice, en tout cas quand elle est confrontée à la réalité de nos exercices professionnels. Voilà, donc pour revenir à la question de Yann sur notre avenir, l'avenir des directeurs, il est très clairement un rôle absolument crucial. Et moi, c'est pour ça que j'ai candidaté sur le poste de direction générale du CNG. C'est pour que le CNG apporte sa pierre à l'édifice et permette que les directeurs jouent ce rôle dans de bonnes conditions. Voilà en 2 mots. Juste peut-être pour dire aussi que, vous le savez, le tournant de l'histoire que nous vivons actuellement, pour le CNG, il est un peu triple. Il y a un changement de gouvernance. Prendre la relève de Daniel Toupillet, ça fait aussi partie du challenge. Des changements législatifs, effectivement, ça a été dit, pas mal de transformations dans les missions du CNG, des missions qui vont largement évoluer, le concours de praticiens hospitaliers, les épreuves classantes nationales informatisées, le rôle des CAP qui est modifié. Donc des changements législatifs. Et puis le troisième élément qui fait qu'on est à un tournant de la vie du CNG, c'est effectivement cette transformation du système qui s'accélère et qui se fait dans des conditions, on le voit bien, très difficiles. Donc le rôle du CNG, c'est d'accompagner tout ça, avec vraiment ce fil rouge qui est cette notion d'accompagnement. C'est pour ça que je disais que le témoignage de Carole est une excellente introduction. Accompagnement que moi je vois un peu sous 2 registres, enfin 2 types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement, je dirais, d'une DRH classique, un peu sous l'angle... Enfin, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on ait le réflexe, naturellement, et un peu des rendez-vous systématiques avec le CNG, sous un format de conseiller carrière, conseiller mobilité. Voilà, ça, c'est quelque chose que je souhaiterais vraiment développer. Donc, ça veut dire que on connaîtrait l'adresse du CNG, ou on aurait vu au moins 1, 2, 3 fois dans sa carrière des interlocuteurs au CNG en dehors de la question de difficultés professionnelles. Et puis il y a un deuxième type d'accompagnement, alors qui relève là pour le coup plus de techniques de coaching, et qui est plutôt un accompagnement en termes de développement professionnel, et qui mobilise des outils qui existent déjà, encore une fois, et qu'il faut déployer. Et je partage complètement l'avis de Carole sur ça ne peut pas être le CNG qui le déploie tout seul. Il faut trouver, alors même s'il a un rôle absolument structurant, et notamment dans le référencement et le choix des coachs, je pense que c'est absolument clé. On est un peu encore quand même même s'il y a eu des choses qui ont été faites, mais sur un peu une jungle d'offres, et ça ne va faire qu'augmenter et accroître et embellir. Et en particulier, ce que je perçois, c'est que ça va embellir aussi du côté du personnel médical, parce que ça, on sent poindre cette demande, et donc émerger une offre privée dont il faudra s'assurer qu'elle soit de qualité. Mais en tout cas, voilà, ce rôle de cette expertise dont dispose le CNG. Vous savez que le CNG a à la fois des coachs internes, une équipe d'environ 6 personnes, et des marchés de prestations. Il y a une vraie expertise au CNG sur la sélection des coachs, et donc ça doit être mis au service de tous. Voilà. Donc accompagnement, je dirais, un peu classique RH, d'une DRH qui travaille sur les parcours et les carrières, et puis un accompagnement avec des outils un petit peu plus particuliers et autour du développement professionnel. On a aussi devant nous des très beaux chantiers qu'on a commencé à enclencher, mais qui me semblent importants, autour de la qualité de vie au travail, la santé au travail. Vous avez vu qu'il y a un plan national pour la fonction publique de ce point de vue-là, sur la santé au travail, qui va être élaboré. Je pense qu'on va pouvoir s'appuyer
sur ces orientations. Il y a déjà des choses qui ont commencé à être faites au niveau du CNG et des organisations syndicales de directeurs. Donc ça, moi, j'ai vraiment à cœur qu'on aille au bout de cette logique-là. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est une discussion qu'on a déjà eue avec vos représentants, un peu le soft, c'est-à-dire au-delà du socle qui est la partie statutaire pure, toute la politique RH qui entoure ça. Et puis, c'est le thème de vos journées. C'est quelque chose qui me semble absolument fondamental, et c'est par là qu'a commencé d'ailleurs Carole dans son témoignage, la notion d'éthique. Je pense que, moi j'ai quelques idées d'outils à mettre en place, et voilà, je serais très heureuse si on arrivait à avoir des contributions des uns et des autres pour retravailler ce sujet-là. C'est justement parce qu'on est dans un contexte extrêmement tendu, extrêmement dur, qu'il faut développer des espaces de partage autour de l'éthique managériale. Et moi, j'appelle de mes voeux que ces espaces de partage ils soient ouverts aussi aux médecins, parce que c'est quand même avec eux que se font ces choix difficiles. Et je pense qu'on a à peu près tous vécu, un peu dans notre chair, le fait de porter des décisions pour lesquelles on s'est demandé à peu près tous les matins si c'était des bonnes décisions et si ça n'allait pas porter à conséquence sur la qualité des soins. Voilà, je pourrais encore parler assez longuement, mais je ne sais pas s'il y a des questions. Avant de passer la parole à la salle, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions qui sont susceptibles de t'être posées, une première réflexion comme ça à brûle-pourpoint. Donc tu poses un discours qui est assez ambitieux en termes d'offres du CNG. Et tu as noté également que la demande, elle est forte au niveau des directeurs, mais aussi à venir des médecins. Est-ce que tu penses pouvoir disposer des ressources nécessaires? Alors, c'est une question peut-être un peu triviale, mais qui conditionne la suite. C'est une question absolument fondamentale. C'est un débat qu'on aura au prochain conseil d'administration, puisqu'on fin novembre, il y a un conseil d'administration au cours duquel on examinera le budget 2020 pour le CNG. Moi, je pense que l'engagement des institutions sur ce sujet-là, je ne dis pas qu'il est assuré, mais en tout cas, il est clairement affiché. Moi, avant de postuler sur le poste que j'occupe actuellement, dans les contacts un peu préalables et un peu off que j'ai pu avoir, j'ai posé la question du niveau d'ambition qu'on donnait au CNG. Et ce niveau d'ambition, il est à la hauteur des contraintes et des difficultés que gèrent les directeurs ou les praticiens hospitaliers. Et donc ce niveau d'ambition, il est assez élevé. En revanche, ce que je sais, c'est que l'avenir du CNG, il passe par cette adaptation effectivement de l'offre aux besoins du terrain. Donc pour revenir à la question des moyens, moi la feuille de route que je souhaite développer, j'ai un engagement de principe du côté des institutions, du côté de l'État, pour qu'on soit accompagné dans la mise en œuvre de ce nouveau contrat d'objectifs et de performance, dans cette nouvelle feuille de route. Et moi, la vision que je défends, c'est que c'est un élément clé de la transformation du système. Voilà. Donc après, je ne crois pas les gens que sur leurs paroles, je crois aussi sur les actes. Donc je pense que collectivement, et c'est un point important au sein du conseil d'administration, il faudra qu'on défende ces éléments-là dans les arbitrages à venir.